Mon frère m'a traîné au mariage pour rencontrer le père multimillionnaire de sa fiancée, avec un sourire en coin, voici l'échec de notre famille. Mes parents ont ajouté, nous ne nous vantons pas d'elle. L'homme m'a regardé, s'est figé, puis a dit doucement, alors, c'est vous. C'est inattendu. Je m'appelle Claire Reed. Sauf que ce n'est pas le cas. Pas tout à fait. Le nom sur mon permis de conduire est Clara Fisher. Le nom sur le livre qui a changé ma vie est Mary Reed. Et pendant très longtemps, ces deux noms ont vécu dans des mondes complètement séparés, exprès, par conception, parce que j'avais appris très tôt que les personnes les plus proches de moi étaient les moins susceptibles de me prendre au sérieux. Et j'avais fait la paix avec cet arrangement bien avant qu'un samedi d'octobre ne le fasse voler en éclats devant 300 personnes et un quatuor à cordes jouant du Pachelbel. Mon frère Liam m'a qualifié d'ennuyeuse depuis que nous sommes adolescents. Pas de la manière vicieuse dont certains frères et sœurs utilisent l'enfance comme une arme. Plutôt de la manière dédaigneuse, de la manière désinvolte, la manière dont vous décrivez des meubles dont vous avez hérité et auxquels vous n'avez aucun attachement particulier. Elle va bien. Elle est juste un peu ennuyeuse. Elle ne fait vraiment rien d'intéressant. Il le disait lors des dîners de famille. Il le disait à ses amis quand il posait des questions sur moi. Il le disait à mes parents qui ne le corrigeaient pas, car le corriger aurait exigé d'eux de produire des preuves du contraire, et produire des preuves aurait exigé d'eux de savoir réellement ce que je faisais de mes journées. Ils ne le savaient pas. Pas vraiment. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai laissé cela être vrai parce que l'alternative était de m'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. Et j'avais appris lentement et à un certain prix que s'expliquer à des gens qui ont déjà décidé qui vous était l'une des choses les plus épuisantes qu'un être humain puisse choisir de faire de son temps. Alors, j'ai arrêté de le choisir. J'ai arrêté de donner des informations volontairement lors des dîners de famille. J'ai arrêté de corriger les faits quand ma mère me présentait lors des réunions à l'église comme faisant quelque chose avec l'écriture. Sans savoir exactement quoi. J'ai arrêté d'être frustré quand Liam tenait la cour à Thanksgiving à propos de son cabinet de conseil pendant que je m'asseyais au bout de la table en mangeant un gratin de patates douces et en disant très peu de choses. J'ai construit une vie qui ne nécessitait pas leur compréhension pour fonctionner. Et puis, parce que la vie a un sens du timing qui frise le théâtral, j'ai construit quelque chose qui s'est avéré avoir une importance énorme pour un homme que mon frère avait désespérément besoin d'impressionner. Et toute l'architecture silencieuse de mon silence s'est effondrée en une seule soirée. Mais j'anticipe. Vous devez d'abord comprendre la famille Fisher. Vous devez comprendre ce que c'était que de grandir dans cette maison. Mes parents, Robert et Diane Fisher, étaient de bonnes personnes de la manière dont beaucoup de gens sont bons, ce qui signifie qu'ils aimaient leurs enfants, travaillaient dur. Payaient leurs factures à temps et portaient certains angles morts si profonds et si anciens qu'ils avaient cessé de pouvoir les voir du tout. Mon père a passé 30 ans dans la direction d'une banque régionale. Ma mère a enseigné à l'école primaire jusqu'à ce que ses genoux lâchent, puis est passée au tutorat. Ils vivaient dans la même maison à Asheville, en Caroline du Nord, qu'ils avaient achetée en 1989. Une maison coloniale de 4 chambres avec un chemin en dalle et un jardin que ma mère entretenait avec la concentration d'une professionnelle et la satisfaction de quelqu'un qui avait besoin que les choses visibles dont elle s'occupait poussent. Liam est né en premier. 3 ans plus tard, je suis arrivé et, à la manière des familles, la forme des choses avait déjà été décidée avant que je sois assez âgé pour avoir mon mot à dire. Liam était brillant, bruyant et sociable de la manière qui semble prometteuse quand vous avez 7 ans. Il se faisait des amis facilement. Il parlait aux adultes comme à des pères. Il avait des opinions sur les choses et les livrait avec la confiance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit que ses opinions étaient fausses. Mes parents trouvaient cela charmant. Les professeurs trouvaient cela charmant. Tout l'appareil de l'école publique, qui récompense un certain type d'intelligence lisible et performative, trouvait cela charmant. Liam a traversé l'enfance en récoltant l'approbation de la même manière que d'autres enfants collectionnaient des cartes de baseball. J'étais différente. J'étais silencieuse. Je lisais constamment. J'avais un petit nombre d'amis que je gardais pendant des années plutôt qu'un grand nombre que je remplaçais au fil des saisons. Je réussissais bien à l'école sans que personne ne remarque que je réussissais bien parce que je ne levais pas beaucoup la main et je ne parlais pas de mes notes, et j'avais ce qu'un professeur a un jour décrit à ma mère comme une qualité très interne. Ma mère avait hoché la tête poliment puis s'était inquiétée pour moi pendant 3 semaines. La chose dont je me souviens le plus en tant qu'enfant dans cette maison, c'est de regarder comment mes parents regardaient Liam par rapport à comment ils me regardaient. Ce n'était pas de l'hostilité. Je veux être clair à ce sujet.
Ce n'était pas de la cruauté. C'était quelque chose de plus ordinaire et, à certains égards, plus difficile à contester, qui était une simple attention différentielle. Quand Liam parlait à la table du dîner, mes parents se penchaient en avant. Quand je parlais, ils écoutaient ou faisaient quelque chose qui ressemblait à de l'écoute, mais ils ne se penchaient pas. Et un enfant remarque ces choses. Un enfant construit un modèle du monde à partir de ces choses. Et le modèle que j'ai construit était, tu n'es pas la personne intéressante. J'ai construit d'autres choses, aussi. C'est ce que j'ai fait en étant la personne inintéressante. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver. J'ai gardé des cahiers remplis d'observations que je n'ai jamais montrées à personne. J'ai développé ce que j'ai plus tard compris être une habitude de regarder les gens très attentivement, de chercher les modèles dans leur façon de se comporter, les distances entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Les manières dont les groupes de personnes s'organisaient autour du membre le plus bruyant ou le plus confiant plutôt que du plus capable. J'ai trouvé cela infiniment intéressant. J'ai aussi trouvé cela solitaire parce qu'il n'y avait personne dans mon orbite immédiate qui parlait le même langage. Quand j'avais 14 ans, ma grand-mère du côté de mon père m'a offert un livre pour Noël. C'était un recueil d'essais par une psychologue sociale sur la dynamique de groupe et la prise de décision, écrit pour le grand public, mais suffisamment rigoureux pour signifier quelque chose. Je l'ai lu 2 fois dans la même semaine. J'ai souligné des passages. J'ai écrit des notes dans les marges. Je ne m'étais jamais senti aussi reconnu par un texte de ma vie, non pas parce que l'auteur décrivait mon expérience directement, mais parce qu'elle utilisait le langage pour donner un sens à des modèles que j'avais observés toute ma vie sans avoir le vocabulaire pour les nommer. Quelque chose s'est mis en place dans mon cerveau. J'allais passer ma vie à faire quelque chose comme ça. Je ne savais pas exactement quoi encore, mais je savais que cela impliquait des modèles et des personnes et l'écart entre ce que nous croyons de nous-mêmes et ce que nous faisons réellement. Liam a eu une nouvelle planche à neige pour Noël cette année-là. Mes parents en ont parlé pendant un mois. Le lycée n'a pas changé la dynamique fondamentale de la famille Fisher, mais il l'a aiguisée. Liam est devenu véritablement populaire de la manière qui signifie quelque chose dans une petite ville. Athlète, représentant de classe, l'enfant qui connaissait tout le monde à chaque fête. Il est sorti avec une fille nommée Kelsey pendant 2 ans, que ma mère a adorée au premier regard. Mon père est allé à chacun de ses matchs de basketball et est rentré à la maison en parlant de stratégies que je n'avais pas vues et que je n'aurais probablement pas comprises. J'ai fait partie de l'équipe de débat. J'y étais doué. J'ai remporté une compétition régionale lors de mon avant-dernière année avec un dossier sur lequel j'avais fait des recherches pendant 6 semaines et structuré avec une précision que mon entraîneur a décrite comme véritablement inhabituelle. Mes parents sont venus à la ronde finale. Je me souviens de ma mère souriant quand j'ai marché vers le podium. Je me souviens du visage de mon père, prudent, neutre, retenant quelque chose qui aurait pu être de la fierté mais qui ne savait pas comment se manifester. J'ai gagné. Nous sommes rentrés à la maison la plupart du temps en silence. Mon père a dit, bon travail. Ma mère a dit, tu étais très calme là-haut. Et puis Liam a appelé de la maison d'un ami et mon père a ri à quelque chose qu'il a dit, et la conversation est passée à autre chose. Et je me suis assise sur la banquette arrière en regardant les lampadaires défiler et j'ai compris avec la clarté plate de quelqu'un qui a cessé d'être surpris que c'était ainsi que cela allait être. Non pas parce qu'il ne m'aimait pas. Je crois qu'il m'aimait de la manière dont les parents aiment leurs enfants par défaut. L'amour ambiant qui ne nécessite pas d'entretien parce qu'il est structurel. Mais l'amour et l'attention sont des choses différentes et l'attention était la monnaie maternelle de Liam, et je n'avais aucun talent pour la récolter. Et après un certain temps, j'ai arrêté de le vouloir. Je suis allé à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill avec une bourse académique. Liam est allé à l'université d'État des Appalaches avec une bourse athlétique partielle que mes parents ont complétée avec de l'argent qu'ils économisaient depuis des années. Quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation et la notification de bourse, ma mère a pleuré et a dit qu'elle était si fière. 2 jours plus tard, elle était au téléphone avec l'entraîneur de Liam et la conversation sur ma bourse était terminée. Je ne vous dis pas cela pour générer de la sympathie. Je vous dis cela parce que c'est exact, et l'exactitude compte plus pour moi que la plupart des choses. Et comprendre la famille Fisher nécessite de comprendre que ce n'était pas inhabituel pour nous. C'était juste un mardi normal. J'ai étudié la psychologie et le comportement organisationnel à Chapel Hill. J'étais une étudiante sérieuse de la manière dont les étudiants sérieux le sont, ce qui signifie que je me présentais à tout, lisais tout, remettais tout en question et passais un temps dans les heures de bureau des professeurs qui a probablement alarmé certains d'entre eux au début et les a ravis finalement.
J'ai écrit des articles que mes professeurs ont fait circuler à leurs collègues. Je ne savais pas qu'ils faisaient cela jusqu'à des années plus tard, quand j'ai rencontré l'une d'entre elles lors d'une conférence. Et elle m'a dit qu'elle utilisait toujours mon article de 3e année sur la dynamique des statuts dans la prise de décision de groupe comme exemple dans son séminaire de maîtrise en administration des affaires. Je ne le savais pas, personne ne me l'avait dit. Je l'avais écrit, je l'avais rendu, j'avais reçu une excellente note et j'étais passé à la chose suivante parce que c'était ainsi que je fonctionnais. Faire le travail, passer à autre chose. Que quelqu'un le remarque n'était pas la question. J'ai obtenu mon diplôme près du sommet de ma classe et je suis allé directement dans un poste d'analyste de 2 ans dans un cabinet de conseil en gestion à Charlotte. C'est là que les choses ont commencé à s'accélérer, bien que je ne les aurais pas décrites de cette façon à l'époque. À l'époque, je faisais juste le travail, ce que j'avais toujours fait. Le cabinet était de taille moyenne, établi, le genre d'endroit qui existait depuis assez longtemps pour avoir des habitudes institutionnelles que personne ne remettait en question. Et une liste de clients qui comprenait des hôpitaux régionaux, des entreprises de fabrication, des compagnies d'assurance et une distribution rotative d'entreprises soutenues par des capitaux privés qui avaient besoin de quelqu'un pour leur dire pourquoi leurs opérations perdaient de l'argent. J'étais doué pour trouver où l'argent fuyait. Je n'étais pas doué pour afficher le genre d'énergie confiante, chaleureuse et orientée vers les solutions que les cabinets de conseil prisent dans le travail en contact avec les clients. Et donc, après 2 ans, j'ai rejoint un rôle de recherche et d'analyse qui me convenait considérablement mieux. J'ai passé 4 ans à plonger profondément dans les dysfonctionnements organisationnels. Les échecs de prise de décision et les mécanismes spécifiques de la façon dont le leadership s'effondre lorsque les personnes au sommet cessent d'être honnêtes avec elles-mêmes ou les unes envers les autres. J'ai gardé des cahiers tout le temps. Des habitudes d'enfance. J'en ai rempli 6 en 4 ans. Des observations et des modèles et des théories à moitié formées sur les raisons pour lesquelles des personnes intelligentes réunies dans une pièce prenaient systématiquement de pires décisions que n'importe laquelle d'entre elles ne l'aurait fait seule. Pourquoi l'anxiété liée au statut déformait la perception d'une manière qui était invisible pour les personnes qui la vivaient? Pourquoi la personne la plus compétente dans la pièce était si rarement la plus influente? Je ne pensais pas à un livre. Je pensais à comprendre ce que je voyais. Le livre est venu plus tard et il est venu de côté, de la façon dont la plupart des choses dans ma vie sont arrivées. Non par intention mais par une pression accumulée trouvant une sortie. La chose qui m'a finalement poussé à écrire a été un projet sur lequel j'ai travaillé au cours de ma 4e année au cabinet. Un réseau régional de soins de santé nous avait embauchés pour comprendre pourquoi leur équipe de direction exécutive prenait des décisions que leur personnel opérationnel pouvait voir comme mauvaises en temps réel. Mais que la direction continuait de mettre en œuvre de toute façon. Ce n'est pas un problème inhabituel. C'est en fait l'un des problèmes les plus courants dans la vie organisationnelle. Mais cette version particulière coûtait au réseau environ 4 billions d'euros par an en défaillance opérationnelle évitable. Et leur conseil d'administration s'impatientait et c'est pourquoi ils nous ont fait venir. J'ai passé 3 mois intégré à cette équipe. J'ai assisté à leurs réunions. J'ai lu leur communication interne. J'ai interrogé tout le monde, du président-directeur général jusqu'aux infirmières en chef qui regardaient les décisions se prendre au-dessus d'elles et qui savaient dès le premier jour qu'elles échoueraient. Le modèle était classique à certains égards et singulier à d'autres. L'équipe de direction s'était organisée autour de la personnalité d'un seul cadre qui était extraordinairement confiant. Modérément compétent et constitutionnellement incapable d'entendre des informations qui contredisaient son modèle existant de la façon dont les choses fonctionnaient. Et tout le monde autour de lui avait appris au fil des années de conséquences que le coût de ne pas être d'accord avec lui était plus élevé que le coût de le regarder avoir tort. Alors, ils l'ont regardé avoir tort, et ils ont classé leurs observations dans des dossiers mentaux qu'ils n'ouvraient jamais en réunion. Et l'organisation en a souffert régulièrement et à un prix élevé. J'ai rédigé un rapport qui était exhaustif et spécifique et comprenait des recommandations qui s'attaquaient aux causes profondes plutôt qu'aux symptômes. Mon partenaire principal l'a considérablement adouci avant qu'il ne soit envoyé aux clients parce que la version non filtrée aurait exigé que le conseil d'administration reconnaisse que leur cadre le plus ancien était la source principale du problème. Et les conseils d'administration, d'après mon expérience, embauchent rarement des consultants pour s'entendre dire cela. Le rapport dilué a été bien accueilli. Certaines des recommandations ont été mises en œuvre. Le réseau a continué à perdre de l'argent à un rythme légèrement réduit. Le cadre est resté à son poste pendant encore 2 ans avant de prendre sa retraite avec un beau paquet de départ. J'ai quitté le cabinet 6 mois plus tard, non pas dans la colère, mais dans la reconnaissance.
J'ai compris que le genre de travail que je voulais faire, le travail consistant à nommer réellement ce qui se passait dans les systèmes organisationnels et à expliquer les mécanismes sous-jacents assez clairement pour que les gens puissent s'y reconnaître et changer, n'était pas un travail qu'un cabinet de conseil allait me laisser faire dans sa forme complète. La relation client nécessitait un adoucissement. Les honoraires nécessitaient une version de la vérité qui n'aliénait pas les personnes qui la payaient. Je ne blâmais pas le cabinet. C'était un modèle commercial rationnel. Ce n'était tout simplement pas le mien. J'avais 29 ans. J'avais des économies. J'avais 6 cahiers remplis de matériel. J'avais une formation en recherche qui était légitimement solide et 4 ans de reconnaissance de modèle dans des environnements que la plupart des gens ne connaissaient que de l'extérieur. Et j'avais pendant la majeure partie de ma vie regardé les mauvaises personnes s'attribuer le mérite de choses qu'elles ne comprenaient pas complètement tandis que les personnes qui les comprenaient réellement restaient silencieuses parce que parler coûtait plus cher que ce que cela rapportait. J'ai décidé d'écrire le livre que je me préparais, sans le savoir, à écrire toute ma vie. Je veux être honnête sur ce à quoi ressemblait cette première année parce que je pense que les gens imaginent qu'écrire un livre sur la psychologie organisationnelle est un processus ordonné, linéaire et intellectuellement satisfaisant, et ce n'est pas le cas. C'est 6 mois passés à réaliser que ce que vous savez et ce que vous pouvez articuler assez clairement pour qu'un étranger le comprenne sont deux choses entièrement différentes. C'est jeter 4 approches structurelles différentes. C'est écrire 3 chapitres qui s'avèrent n'être qu'un seul chapitre. C'est le désespoir spécifique d'avoir quelque chose que vous savez être vrai et d'être temporairement incapable de le rendre dans un langage qui ne semble ni évident ni incompréhensible. J'ai loué un petit appartement à Charlotte. J'ai pris un travail de recherche indépendant pour couvrir mes dépenses. J'ai écrit tous les matins de 5h à 9h avant que le bruit administratif de la journée ne commence. J'ai rempli 2 autres cahiers avec le matériel sur lequel je travaillais. Je n'ai parlé à presque personne de ce que je faisais parce que je n'avais aucune patience pour le type particulier d'encouragement que les gens offrent quand ils ne comprennent pas ce que vous construisez et ne sont pas sûrs que cela réussira. Ma mère appelait toutes les 2 semaines. Elle demandait comment allait l'écriture. Je disais bien. Elle disait que c'était gentil. Elle ne demandait pas de quoi il s'agissait. Liam avait créé son propre cabinet de conseil à ce moment-là. Il l'a appelé le groupe Stratégie Fisher, ce que j'ai trouvé discrètement drôle puisque le mot stratégie faisait beaucoup de travail dans ce nom. Il avait 3 clients. Il travaillait sur un 4e. Il était bruyant à propos de tout cela sur les réseaux sociaux d'une manière qui semblait générer beaucoup d'engagement de la part de personnes qui confondaient la confiance avec la compétence, ce que j'avais fini par comprendre comme étant la plupart des gens. Mes parents parlaient du groupe Stratégie Fisher à chaque réunion de famille. J'entendais des mises à jour indirectement par les appels téléphoniques de ma mère livrés avec la fierté spécifique de parents qui ont un enfant dont ils peuvent raconter les réalisations aux autres. J'ai terminé là. Première ébauche du livre en 14 mois. Le processus pour trouver un éditeur en a pris 8 de plus. J'avais décidé très tôt que je voulais utiliser un pseudonyme pour 2 raisons. La première était professionnelle. Je faisais toujours du conseil indépendant et je ne voulais pas que mes clients de conseil, qui payaient pour mon jugement en tant qu'analyste, sachent que j'écrivais de manière critique sur les types d'organisations qu'ils dirigeaient. La deuxième raison était personnelle et je l'ai comprise sans vouloir l'examiner de trop près à l'époque, qui était que je ne voulais pas que ma famille le sache, non pas parce que j'avais honte, mais parce que j'avais appris par une vie d'expérience que partager des choses qui me tenaient à cœur avec des personnes qui ne savaient pas comment les accueillir me coûtait quelque chose que je ne pouvais pas me permettre de continuer à perdre. Le nom de plume Marie Reed est venu facilement. Reed était le nom de jeune fille de ma grand-mère. Celle qui m'avait donné le livre de psychologie quand j'avais 14 ans, celle qui s'était assise avec moi à la table de sa cuisine quand j'avais 9 ans et m'avait demandé à quoi je pensais sur un ton qui suggérait qu'elle voulait vraiment le savoir. Elle était morte depuis 6 ans au moment où j'ai terminé le manuscrit. J'ai mis son nom dessus pour des raisons que je n'ai pas essayé d'articuler. Cela semblait juste. C'était suffisant. Le livre s'intitulait L'architecture de l'accord. Il portait sur les mécanismes spécifiques par lesquels des groupes de personnes intelligentes s'organisent autour du consensus plutôt que de la vérité et ce que cela leur coûte au fil du temps. Il a été écrit pour un public général mais fondé sur la recherche. Ce n'était pas un livre d'affaires au sens des livres d'aéroport. Ce n'était pas un livre d'auto-assistance. Il occupait l'espace entre le travail universitaire et l'écriture accessible que très peu de livres parvenaient à trouver. Et j'avais travaillé très dur pour le trouver. J'ai signé avec un petit éditeur respecté qui travaillait dans le domaine de la non-fiction.
Mon éditrice était une femme nommée Patricia qui était dans l'industrie depuis 20 ans et que j'ai aimé immédiatement parce qu'elle éditait d'une manière qui clarifiait plutôt que d'adoucir. Ce qui était le seul type de révision que je pouvais respecter. Nous avons travaillé ensemble pendant 4 mois sur la version finale. Le livre est sorti au printemps, discrètement. Avec un premier tirage modeste et un budget marketing qui pourrait être décrit au mieux comme optimiste compte tenu des circonstances. Pendant les 2 premiers mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Il s'est raisonnablement bien vendu sur les marchés qu'il avait ciblés. Il a obtenu quelques critiques dans des publications académiques et professionnelles qui étaient chaleureuses et spécifiques. Un professeur a dû l'a assigné dans son séminaire de leadership de maîtrise en administration des affaires et a envoyé un courriel à l'éditeur pour dire que c'était le meilleur livre sur la prise de décision de groupe qu'il avait rencontré en 15 ans d'enseignement. Ce courriel a été le premier signe. Ce qui s'est passé ensuite est la partie que je trouve encore sincèrement difficile à expliquer parce que les mécanismes d'un livre trouvant son public ne sont pas entièrement rationnels, et je suis une personne qui préfère les explications rationnelles. Le livre s'est répandu de la même manière que les idées se répandent lorsqu'elles nomment quelque chose que les gens ont vécu sans avoir les mots pour le dire. Un chapitre sur ce que j'ai appelé le déficit de confiance. Le degré auquel les groupes sous-évaluent systématiquement les informations exactes livrées sans certitude performative a été cité dans un article du magazine Fortune sur un échec d'entreprise très médiatisé. Cette citation a envoyé 12 000 personnes vers le livre en une seule semaine. Un animateur de balado dont je n'avais jamais entendu parler a déclaré que c'était la chose la plus importante qu'il avait lue en 3 ans et a interviewé Patricia, mon éditrice, parce que j'avais refusé l'entrevue. Et l'épisode a été téléchargé 400 000 fois. À la fin de la première année, le livre s'était vendu à 80 000 exemplaires. À la fin de la deuxième année, à 190 000. Il a été traduit en 11 langues. Il figurait au programme de 42 programmes de maîtrise en administration des affaires. Un professeur à Singapour m'a écrit une lettre, du vrai courrier, pour me dire que cela avait changé sa façon d'enseigner le leadership. Je sais que ces chiffres sont impressionnants, et je veux être clair sur le fait que je ne les récite pas pour cette raison. Je les récite parce que ce sont les faits qui expliquent pourquoi Gerald Callaway a reconnu mon nom. Et comprendre pourquoi il a reconnu mon nom est la seule façon de comprendre ce qui s'est passé au mariage de sa fille. Gerald Callaway était un investisseur en capital investissement avec un accent particulier sur le développement organisationnel. Il avait construit le groupe Callaway sur 30 ans en faisant quelque chose que la plupart des sociétés de capital investissement ne faisaient pas. C'est-à-dire investir profondément dans la capacité de leadership des entreprises qu'il a acquises plutôt que de simplement extraire de la valeur et de passer à autre chose. Il croyait sincèrement, sur la base de décennies de preuves, que la chose qui limitait le plus les performances de l'entreprise n'était pas le capital ou la technologie ou la position sur le marché, mais la qualité des décisions prises au sommet. Il avait construit un programme de développement du leadership interne qui était, selon plusieurs témoignages, le meilleur du genre dans le capital investissement. Son équipe avait trouvé mon livre au cours de sa 2e année de publication. Ils l'ont autorisé comme texte fondamental pour leur programme, ce qui signifie que chaque haut dirigeant et membre du conseil d'administration de chaque entreprise du portefeuille Callaway l'a lu dans le cadre de son processus de développement. Gerald l'avait lu lui-même. Son chef du développement du leadership m'avait écrit une lettre par l'intermédiaire de mon éditeur décrivant ce que le livre avait fait pour leur programme et demandant si je serais disponible pour consulter ou développer un programme supplémentaire. J'avais reçu cette lettre. J'y avais réfléchi pendant 3 semaines, puis j'avais refusé poliment par l'intermédiaire de mon éditeur parce que je travaillais sur le 2e livre et que j'avais appris que le conseil, même du genre auquel je croyais vraiment, me sortait de l'espace de réflexion que l'écriture exigeait. Et l'écriture était ce qui comptait le plus pour moi à ce stade de ma vie. Je ne savais pas que l'homme qui avait envoyé cette lettre par l'intermédiaire de mon éditeur était le père de la femme que mon frère épousait. Je ne le savais pas parce que Liam ne m'avait rien dit de substantiel sur la famille de Sienna, et je n'avais pas posé la question parce que Liam et moi n'étions pas proches d'une manière qui produit ce genre de conversation. Nous étions de la famille, ce qui, dans la version des choses des Fisher, signifiait que nous étions présents lors des occasions requises et absents de la vie réelle de l'autre. Je devrais vous parler des 18 mois avant le mariage parce qu'ils ont de l'importance. Le cabinet de conseil de Liam s'était développé. Il avait 10 clients, une petite équipe et une réputation dans la communauté des affaires de Charlotte construite de manière significative sur sa capacité à présenter des idées avec confiance et beaucoup moins sur les idées elles-mêmes. J'ai observé cela directement lors d'un dîner de famille où mes parents avaient invité un cadre d'assurance à la retraite.
Liam a passé 45 minutes à décrire une stratégie de transformation pour un client du secteur manufacturier. L'homme a posé 2 questions, polies dans la livraison, véritablement approfondies dans le contenu. Liam a répondu aux 2 avec confiance dans une direction qui manquait légèrement le point. Le voisin a regardé sa femme, un petit regard, le genre que l'on ne capte que si l'on surveille l'espace entre ce qui est dit et ce qui est enregistré. Je surveillais. Liam m'a appelé pour me dire qu'il se mariait un dimanche de juin. J'étais à mon bureau en train de travailler sur le chapitre 4 quand il a appelé. Il m'a parlé de Sienna. Il m'a parlé de la bague, 42 000 €. Un chiffre qu'il a livré avec la spécificité de quelqu'un qui s'attend à une réaction. Il m'a dit que le mariage aurait lieu au domaine Callaway. J'ai dit, Callaway comme dans Gérald Callaway. Et Liam a dit, oui, c'est sa fille. C'est toute une histoire. Sa famille a beaucoup d'argent. Le domaine est incroyable. Je suis resté avec cela un instant, puis j'ai dit, félicitations. Et je le pensais sincèrement parce que, quoi qu'il en soit d'autre au sujet de Liam, il était mon frère et il se mariait, et j'étais capable d'en être heureuse indépendamment de tout le reste. Ce que je n'ai pas fait, c'est mentionner que le cabinet de Gérald Callaway avait autorisé mon livre. Je n'ai pas mentionné que son chef du développement du leadership m'avait écrit par l'intermédiaire de mon éditeur. Je n'ai pas mentionné que Gérald Callaway connaissait presque certainement le nom de Mary Reed. Ces choses m'appartenaient. Je les avais construites discrètement. Je ne voyais aucune raison de les déployer dans un appel téléphonique que je n'avais pas demandé à propos d'un mariage auquel je n'étais pas sûr de vouloir assister. L'invitation est arrivée 2 mois plus tard. Elle était belle. Du papier cartonné lourd, un lettrage doré, le genre d'invitation qui s'annonce d'elle-même. Mon nom était correctement orthographié, ce que je ne mentionne que parce qu'il avait été mal orthographié sur les 2 dernières pièces de correspondance familiale que j'avais reçues. Une fois avec un E supplémentaire, une fois avec un A. Sous mon nom, écrit à la main avec l'écriture de Liam, s'il te plaît, viens. C'est important. S'il te plaît, viens. C'est important. De la part d'un homme qui m'avait traité d'ennuyeuse devant d'autres personnes pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. De la part d'un homme qui avait pris un cadre organisationnel de mon travail publié et l'avait utilisé dans sa pratique sans savoir qu'il était le mien. S'il te plaît, viens. C'est important. J'ai pensé à ne pas y aller. J'y ai pensé sérieusement pendant environ 10 jours. J'ai fait des listes de pour et de contre dans mon cahier. De la manière dont je faisais avec des décisions que je ne pouvais pas résoudre par la pensée seule. Les contre étaient plus longs. La liste des pour comportait 3 éléments. L'un d'eux était, cela compte pour Liam et j'aime mon frère, aussi compliqué que cela soit. Et un autre était, je suis fatigué de me faire toute petite. Et l'un d'eux était, j'ai passé 33 ans à être invisible pour ces personnes et j'en ai fini de décider que c'est confortable. J'ai appelé ma mère et j'ai confirmé que j'y assisterais. Elle a dit, oh, bien. La famille est très organisée, ne porte rien qui attire l'attention. Liam devient sensible quand les choses ne tournent pas autour du mariage. J'ai dit que je porterais quelque chose d'approprié. Je n'ai pas promis d'être invisible. Je veux être clair sur quelque chose avant d'en arriver au mariage lui-même. Je ne suis pas allé à cet événement en planifiant ce qui s'est passé. Je ne savais pas que Gérald Callaway serait là de la manière dont j'ai compris qu'il y serait, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui connaissait déjà mon travail. Je n'avais pas orchestré de confrontation. Je ne suis pas une personne qui orchestre des confrontations. Je suis une personne qui observe les modèles et attend que les systèmes se révèlent. Et les systèmes, avec suffisamment de temps, le font toujours. Ce que j'avais décidé était plus simple et plus personnel. J'avais décidé d'aller au mariage de mon frère en tant que moi-même. Pas comme la note de bas de page de la famille, pas comme celle dont il ne se vante pas, pas comme la personne silencieuse qui absorbe n'importe quel récit que la pièce lui assigne et ajuste sa posture en conséquence. En tant que moi-même. Ce qui signifiait que si quelqu'un demandait ce que je faisais, je le dirais. Ce qui signifiait que si quelqu'un me présentait de manière dédaigneuse, je ne ferais pas semblant d'être reconnaissante pour cela. Ce qui signifiait que j'allais me tenir debout de toute ma hauteur dans cette pièce et être exactement qui j'étais et laisser les conséquences de cela être ce qu'elles allaient être. C'était tout le plan. C'était tout ce que j'ai apporté au domaine en octobre. Le domaine était à 40 minutes de Charlotte. Sur des routes qui se rétrécissaient progressivement au fur et à mesure qu'elles serpentaient dans les collines.
Les terrains étaient de ce genre de beauté qui annonce de l'argent qui est en place depuis assez longtemps pour ressembler à un paysage plutôt qu'à un investissement. Une pelouse vallonnée, des arbres matures, un manoir en pierre qui brillait dans la lumière de fin d'après-midi d'une manière que l'architecte avait probablement prévue et réalisée. Un quatuor à cordes était installé près de l'entrée et jouait quelque chose que j'ai reconnu comme étant du Ravel. Les flûtes à champagne étaient disposées sur des plateaux en argent portés par du personnel en gilet noir. Ma robe était bleu marine, simple, aux lignes épurées, sans bijoux, à l'exception de la montre que ma grand-mère m'avait offerte quand j'ai eu 21 ans. Une simple montre en acier qui gardait l'heure parfaite et ne ressemblait à rien et signifiait tout. Ma mère aurait préféré que je porte quelque chose qui se fonde davantage dans le décor. Ce qui était précisément la raison pour laquelle j'avais choisi cette robe quand je l'avais achetée 2 ans plus tôt pour une conférence que j'avais finalement séchée. J'ai trouvé ma place, table 11, près d'une sortie latérale et d'une grande plante en pot qui avait été positionnée avec le soin d'un décorateur et la fonction d'un séparateur de pièces. Je me suis assise et j'ai regardé mon frère se marier. La cérémonie s'est déroulée dans le jardin de pierre à la lisière du domaine, entouré de roses qui avaient été cultivées au fil des années pour atteindre cette plénitude spécifique qui semble sans effort et qui ne l'est pas. Sienna était belle de la manière dont les photographies l'enregistreront avec précision tout en ne parvenant pas à le capturer d'une certaine façon. Elle ressemblait à une femme qui savait exactement où elle était et qui avait choisi d'y être. Je l'aimais bien de la manière abstraite dont vous pouvez aimer quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé en vous basant entièrement sur la façon dont il se tient dans un moment de haute pression. Liam a pleuré. Ce n'étaient pas des larmes entièrement répétées. Certaines d'entre elles étaient réelles. Je veux lui accorder cela. Mes parents étaient au 2e rang. Ma mère portait de la lavande, ce qui lui allait bien. Mon père portait une cravate qui n'était pas tout à fait assortie à sa veste, ce qui était typique parce que mon père n'avait jamais été le genre d'homme à prêter une attention particulière au registre visuel. Il regardait Liam avec l'expression qu'il réservait au moment de véritables sentiments, une sorte de chaleur prudente et comprimée qu'il ne savait pas comment libérer pleinement. Mais c'était visible quand même si vous aviez passé votre vie à apprendre à le lire. Je l'avais fait. Je l'ai vu, et cela m'a coûté quelque chose de petit et de précis de le voir, parce que j'ai compris qu'il avait cette expression disponible et que je n'en avais tout simplement jamais fait l'objet. L'heure du cocktail a commencé sur la terrasse à 18h. La soirée était fraîche et claire. J'ai trouvé une place près du bar intérieur, légèrement à l'écart des plus grands groupes d'invités, et j'ai tenu un verre d'eau gazeuse et j'ai regardé la pièce s'organiser comme les pièces le font toujours, autour de la personne la plus bruyante, la plus confiante, la plus visiblement importante. Gérald Callaway est entré sur la terrasse à 18h15. Après un délai dont j'ai compris plus tard qu'il était consacré aux photographies avec le cortège nuptial. Son entrée a modifié l'énergie de la manière dont le font les entrées de personnes véritablement puissantes. Pas bruyamment, pas de manière performative, mais de manière perceptible. Un changement dans la pression barométrique de la pièce, les gens s'orientant légèrement sans tout à fait savoir qu'ils le faisaient. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, mince, grisonnant aux tempes, portant un costume qui reposait sur lui avec l'aisance de quelque chose auquel il avait cessé de penser il y a des années. C'était le genre d'homme qui avait traversé suffisamment de pièces pour avoir cessé de jouer pour elle et qui avait simplement commencé à les habiter, ce qui est une qualité très particulière et peu commune. Sa poignée de main lorsqu'il saluait les gens était brève et directe. Il ne souriait pas par réflexe. Il écoutait ce que les gens disaient avant d'y répondre. J'ai remarqué tout cela de l'autre côté de la terrasse parce que remarquer est ce que je fais et parce que j'ai reconnu dans ces schémas de mouvement la signature spécifique de quelqu'un qui lit les pièces. Comme je lis les pièces. Sienna l'a guidé à travers la foule vers une table où mes parents étaient assis. Liam les a interceptés, ou plutôt Liam s'est matérialisé sur leur chemin avec l'énergie particulière d'un homme qui guettait une entrée. Il rayonnait, exécutant sa meilleure version de lui-même, ce qui était véritablement bien si l'on ne le connaissait pas assez bien pour voir l'effort en dessous. J'observais depuis ma position au bar. Je n'ai pas essayé de me rapprocher. Je ne gérais pas la situation. J'y étais simplement présente, ce qui s'est avéré suffisant. Liam m'a trouvé 15 minutes plus tard. Il a traversé la terrasse avec une flûte à champagne dans une main et l'expression de quelqu'un qui a suivi une variable qu'il doit positionner correctement. Il a pris mon coude, pas méchamment, et a commencé à me diriger vers le petit cercle qui s'était formé autour de Gérald. En chemin, il a dit 2 choses. Il a dit, c'est la nuit la plus importante de ma vie professionnelle, ce qui, je pensais, était une chose intéressante pour décrire son mariage. Et il a dit, sois juste normal,
Clara, et n'entre pas dans les détails à propos de quoi que ce soit et laisse-moi faire la conversation. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé me diriger. Gérald parlait à un homme que je ne reconnaissais pas quand Liam a fait irruption dans le cercle. Il l'a fait assez doucement avec la confiance sociale spécifique qui était sa compétence la plus authentique. La capacité de s'insérer dans une conversation d'une manière qui ressemblait à une invitation plutôt qu'à une interruption. Il a présenté l'oncle de Sienna. Il a présenté l'un des partenaires du cabinet. Il a présenté mes parents qui ont manifesté leur chaleur sur commande. Et puis il s'est tourné vers moi avec ce sourire, celui que j'avais regardé toute ma vie, celui qui était à parts égales charme et armure. Et il l'a dit assez clairement pour que le groupe d'invités environnants l'entende. Voici l'échec de notre famille. Il a ri immédiatement après, de la façon dont les gens le font lorsqu'ils utilisent l'humour comme véhicule pour quelque chose qu'ils pensent vraiment. Le rire qui dit que c'est une blague alors que ce qui est dit ne l'est pas. Ma mère, qui attendait à proximité avec le timing de quelqu'un qui a répété, a ajouté le sien, nous ne nous vantons pas d'elle. Elle l'a dit à la femme de Gérald, Patricia, légèrement avec le sourire qu'elle utilisait pour cette réplique. Le sourire confortable d'une femme livrant une réplique qu'elle avait dite suffisamment de fois pour qu'elle ne nécessite plus qu'elle la ressente. Patricia a souri en retour avec l'incertitude polie de quelqu'un qui n'était pas sûr s'il était censé rire. Je suis resté immobile. Mes mains étaient sur mes côtés. Mon dos était droit. Je n'ai pas joué la sœur de bonne nature qui encaisse la blague. Je n'ai pas souri avec eux. Je n'ai pas regardé le sol. J'ai regardé directement Gérald Callaway avec la même expression que je portais à chaque réunion où quelqu'un sous-estimait l'analyse que j'étais sur le point de présenter. Gérald n'a pas ri. Il regardait Liam quand Liam a prononcé la phrase. Son expression avait été la neutralité prudente d'un homme qui ne réagit pas aux signaux sociaux avant de les avoir traités. Et puis il s'est tourné pour me regarder. De la façon dont vous vous tournez pour regarder quelque chose qui a fait un son auquel vous ne vous attendiez pas. Et quelque chose a changé dans son visage. Pas de manière dramatique. Pas avec un halètement ou un double regard ou aucune des théâtralités visibles que des moments comme celui-ci produisent dans les films. Ses sourcils se sont légèrement rapprochés, ses lèvres se sont pressées. Il est devenu complètement immobile, et puis il l'a dit assez doucement pour ne pas jouer pour la foule, mais cela a porté plus loin qu'il ne l'avait probablement prévu parce que le quatuor à cordes avait fait une pause entre les mouvements. Et l'immobilité particulière des soirées d'octobre en plein air crée un silence qui transporte le son. « Alors, c'est vous » a-t-il dit. C'est inattendu. 6 mots. C'était tout ce qu'il a fallu. Le sourire de Liam n'a pas disparu. Il s'est déconnecté. Le sourire était toujours présent sur la moitié inférieure de son visage, mais l'information dans ses yeux avait complètement changé. Passant de la confiance à la confusion pour devenir quelque chose qui commençait à ressembler au premier stade d'un calcul qu'il ne s'était pas attendu à devoir effectuer. Il a ri. Le rire plus court et plus plat d'un homme qui gagne du temps. Vous vous connaissez tous les deux ? Gérald ne l'a pas regardé. Il me regardait toujours. Il a mis la main dans la poche intérieure de sa veste, sans se presser, avec la délibération spécifique de quelqu'un qui ne simule pas l'urgence, et il a sorti son téléphone. Il a ouvert quelque chose. Il a tourné l'écran vers moi. C'était la couverture de mon livre, L'architecture de l'accord. Le titre en caractères à empattement net, et en dessous, en caractères plus petits, le nom de Mary Reed. Nous essayons de vous joindre depuis 2 ans, a-t-il dit, pour une licence de programme d'études élargie. La position de votre éditeur a été constante. L'auteur ne fait pas de réunion. Il l'a dit sans accusation. C'était un énoncé de fait. Un homme présentant des données. J'ai regardé la couverture un instant. Ma couverture. La couverture que j'avais vue 10 000 fois en miniature sur un écran et une poignée de fois sous forme physique dans une librairie. Toujours brièvement, toujours en passant, jamais en restant immobile parce que rester immobile devant elle ressemblait à quelque chose que je n'étais pas prête à faire en public. Je l'ai regardé. Je suis l'auteur, ai-je dit. Ce qui s'est passé dans les 4 secondes suivantes, je l'ai repassé plus de fois que je ne peux compter. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était le moment le plus clair que j'ai jamais vécu d'une vérité réorganisant une pièce. Le verre de champagne de Liam a cessé de bouger. Il était au milieu d'un geste, au milieu d'une gorgée, et sa main est simplement restée là où elle était, suspendue. Ma mère s'est détournée de Patricia Callaway au milieu d'une phrase, et quoi qu'elle ait été en train de dire,
cela s'est dissous avant de s'achever. Mon père, qui se tenait légèrement derrière ma mère avec la patience silencieuse d'un homme qui sait qu'il n'est pas le centre de la scène actuelle, est devenu immobile d'une manière différente de son immobilité habituelle. Cette immobilité contenait de l'attention. Gérald m'a étudié pendant un moment avec une expression qui faisait plusieurs choses à la fois. De la reconnaissance, évidemment, et en dessous, quelque chose qui ressemblait à l'équivalent professionnel d'un homme réalisant qu'il s'était tenu à côté de ce qu'il cherchait sans le savoir. Il a regardé Liam, pas durement, pas avec colère. De la façon dont on regarde une mauvaise attribution qui vient d'être corrigée. Puis il a de nouveau posé les yeux sur moi. J'ai une offre permanente, a-t-il dit. Les termes sont décrits dans la proposition que mon équipe a envoyée par l'intermédiaire de votre éditeur il y a 18 mois. Elle reste ouverte. Je veux que vous le sachiez. Il a fait une pause. Quand vous serez prête. Il l'a dit de la manière dont les gens disent les choses lorsqu'ils ont pris une décision au sujet de quelqu'un dont ils sont convaincus et pour laquelle ils ne cherchent pas de validation, ne feignent pas la générosité, ne se positionnent pas. Mais énoncent simplement un fait à la personne concernée. J'ai dit que je le contacterais. Liam n'a rien dit. Ma mère n'a rien dit. Patricia Callaway a regardé entre son mari et moi avec l'expression d'une femme qui est mariée à un investisseur en capital investissement depuis 30 ans et qui peut lire le registre spécifique d'un moment où quelque chose a changé dans son attention professionnelle. Le quatuor à cordes a recommencé. A joué quelque part sur la gauche. Le canon de Pachelbel, qui a la qualité légèrement absurde de sembler à la fois intime et inévitable. Et la musique a flotté sur le silence dans notre petit cercle, et la fête a continué autour de nous. 300 personnes célébrant un mariage. La plupart d'entre elles ignoraient totalement que, dans un groupe de 7 personnes près du bar de la terrasse, l'architecture de la famille Fischer venait d'être réorganisée discrètement et de façon permanente. Liam a finalement retrouvé sa voix. Il a dit quelque chose sur le fait que je ne le lui avais jamais dit, ce qui était vrai. Il a dit quelque chose sur le fait que j'aurais pu le mentionner, ce qui était également techniquement vrai et presque totalement hors de propos. Il a dit doucement, pour que je sois la seule à entendre, ce n'est pas ce que cette soirée était censée être, Clara. Je l'ai regardé, non pas avec triomphe, non pas avec satisfaction, mais avec la clarté spécifique de quelqu'un qui a attendu très longtemps qu'une pièce la voie avec exactitude et qui a finalement cessé d'attendre. Je n'ai pas planifié cela, ai-je dit. Je suis venu parce que tu me l'as demandé. Et quand quelqu'un m'a posé une question, j'y ai répondu. C'est tout. Il a soutenu mon regard un instant, et j'ai vu quelque chose traverser son expression qui n'était pas tout à fait de la culpabilité ni tout à fait de la colère, quelque chose de plus ancien et de plus difficile à nommer. La reconnaissance qui traverse les personnes lorsqu'elles réalisent qu'elles ont construit une histoire sur quelqu'un qui ne peut résister au contact des faits. Il s'est retourné et retourné vers le centre de la réception. Ma mère l'a suivi après un moment avec le but particulier d'une femme qui a besoin de gérer une situation qui lui a échappé. Mon père est resté. Il s'est tenu à côté de moi pendant un moment sans parler, ce qui était la façon dont mon père exprimait la plupart des choses. Puis il a dit doucement et sans me regarder, « Je ne savais pas. »« Je sais, ai-je dit. »« Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Ce n'était pas exactement une question. Cela avait le registre d'une question qui connaît déjà une partie de sa propre réponse. J'ai dit, parce que j'avais besoin que ce soit à moi avant que quiconque n'ait une opinion à ce sujet. J'avais besoin que ce soit à moi en premier. Il est resté silencieux un instant, puis il a hoché la tête. Un petit hochement de tête comprimé d'un homme qui traite quelque chose qu'il ne peut pas articuler complètement mais qu'il portera. Il est allé chercher ma mère. Gérald Callaway m'a trouvé 20 minutes plus tard près de l'entrée du manoir en pierre. La réception battait son plein autour de nous et j'étais resté un instant seul à regarder les jardins du domaine dans la nuit d'octobre. Le genre d'obscurité qui retient les contours des choses plutôt que de les obscurcir. Il est venu se tenir à côté de moi et n'a pas commencé par des banalités. Je vous dois une conversation directe, a-t-il dit, indépendamment de ce soir. La proposition de mon équipe était sérieuse et l'offre tient toujours. Mais je veux aussi dire, en dehors du cadre professionnel, que le travail que vous avez accompli a eu de l'importance. J'ai vu que cela avait de l'importance pour les gens dans les pièces où cela comptait. J'ai dit merci, et je le pensais, non pas comme une performance, mais comme une reconnaissance authentique que lorsque quelqu'un qui comprend ce que vous avez construit vous dit que cela a eu de l'importance, cela signifie quelque chose. Même quand vous avez passé beaucoup de temps à vous entraîner à ne pas en avoir besoin.
Il a hoché la tête et est retourné au mariage de sa fille. Je suis resté 1 heure de plus. J'ai mangé le dîner qui a été servi. C'était excellent. J'ai bu un verre de champagne. J'ai parlé à Sienna pendant 7 minutes vers la fin de la soirée pendant que Liam était occupé de l'autre côté de la pièce. Elle était chaleureuse et directe et manifestement très intelligente. Et elle avait choisi un homme qui était charmant et insuffisamment conscient de lui-même, ce qui est un choix que les femmes font depuis le début de la vie sociale organisée et que je n'étais pas en position de juger. J'ai dit, tu vas bien t'en sortir. Elle m'a regardé un instant et a dit, je sais. J'ai conduit pour rentrer à la maison à travers la nuit d'octobre. Les routes se sont déroulées depuis les collines du domaine pour retourner vers la ville. J'avais baissé les vitres parce que l'air avait la qualité particulière du début de l'automne que j'ai toujours trouvé utile pour penser. Assez froid pour être clarifiant, pas encore assez froid pour être punitif. J'ai pensé au cahier bleu sur mon bureau à la maison, celui avec les 40 premières pages du 2e livre, celui avec lequel je me battais depuis 6 mois. J'ai pensé au problème structurel du chapitre 4 autour duquel je tournais sans atterrir. Le problème de savoir comment écrire clairement sur le coup de la certitude performative pour des personnes qui ont passé leur vie à la récompenser. Je pensais savoir comment l'écrire maintenant. Je l'avais vu d'assez près pour le toucher ce soir dans un groupe de personnes que je connaissais depuis toujours, et sa clarté était nette, propre et exploitable. Je suis rentré chez moi à minuit. J'ai fait du thé. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert le cahier et j'ai écrit pendant 3 heures sans m'arrêter. Et quand je me suis arrêté, ce n'était pas parce que j'étais à court d'idées, mais parce que le chapitre était terminé, structurellement complet et honnête de la manière spécifique dont le travail doit être honnête, ou bien il ne vaut pas la peine d'être remis à qui que ce soit. Je suis allé me coucher à 3 heures du matin et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. 2 jours plus tard, j'ai envoyé un courriel à l'équipe de Gérald Callaway par l'intermédiaire du bureau de mon éditeur. J'ai dit que j'étais ouverte à une conversation sur la proposition. J'ai dit que j'avais quelques conditions sur la façon dont le programme serait utilisé et attribué. J'ai dit que j'enverrais une réponse détaillée dans la semaine. Puis j'ai fait du café, je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon cahier et je suis retourné au travail. Le livre était ce qui comptait. Cela avait toujours été le cas. Le reste, le domaine et le champagne et l'échec familial et le quatuor accordaient le regard sur le visage de mon frère quand la pièce s'est réorganisée autour d'une vérité qu'il n'avait pas prévue. Tout cela était du contexte. Tout cela, c'était des données. Et ce que j'avais toujours su et ce que j'avais toujours été prête à laisser prendre son temps pour devenir visible, c'était que les données finissent toujours par dire la vérité. Il faut juste avoir construit quelque chose d'assez réel pour que, quand quelqu'un avec des yeux le regarde, il sache ce qu'il voit. J'avais construit quelque chose de réel qui avait toujours été suffisant. Cela n'avait tout simplement pas toujours été visible. Ça l'était maintenant.